Jérôme Turin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le tout nouveau président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez été élu le 5 septembre dernier. Félicitations d'abord. Merci. Bien, hasard du calendrier, si j'ose dire, vous accueillez et soutenez aujourd'hui les 10e universités de la transition numérique des territoires. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette édition? Et puis après, on parlera des projets que vous portez au sein de la région et des perspectives que vous donnez à ces questions numériques. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette édition? Un plein succès public avec des participants nombreux, mais je crois que c'est le cas parce que vous battez tous les records. Et puis de l'effervescence pour que des contacts se nouent entre les acteurs publics, les entreprises, au service du développement du numérique pour les usagers, les territoires et nos administrations. Et j'ai voulu, moi, être présent personnellement parce que je pense que c'est extrêmement important. Nous avons une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle qui a 3 ans, qui est donc extrêmement impliquée, qui démontre la volonté de la collectivité de s'impliquer dans cette mutation technologique que nous connaissons. Donc je tenais vraiment à être avec vous parce que il se passe quelque chose et la Bourgogne-Franche-Comté doit faire partie de ce quelque chose. Et il se passe des choses depuis effectivement longtemps. On a en tête les travaux de l'Orme dans la Nièvre, qui était entre guillemets le premier smart village de France à l'époque. On parle d'il y a 20 ans. Il y a toujours eu cette espèce d'effervescence en Bourgogne sur les questions d'innovation et de numérique, notamment dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place? Il y a l'Arnia, vous avez un territoire, vous l'avez rappelé en séance d'ouverture, qui est fibré à 96%. Il y a le label TID. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les projets qui sont en cours et la manière dont vous voulez qu'ils contribuent à l'économie et au bien-être régional? Vous avez déjà commencé par les infrastructures, le niveau de fibre qu'on a dans cette région, plus de 90%, 96%, c'est majeur. Ça veut dire que nous sommes un territoire clé en main, enfin, qui est prêt à accueillir tous ceux qui veulent développer leur activité. On sait, et je le sais particulièrement comme sénateur, que la question de la connexion, de l'accès au numérique est centrale dans les choix d'implantation des entreprises, dans l'attractivité pour les particuliers aussi. Donc il y a cette question d'égalité territoriale. Ce sujet d'égalité territoriale est majeur et quand on a des projets qui permettent à des petites communes comme à de grandes métropoles d'utiliser des capteurs pour mieux maîtriser leurs services publics, je crois qu'on est dans une démarche d'égalité territoriale. Il y a évidemment ce schéma régional des données d'intelligence artificielle qui doit nous permettre de travailler sur la question des usages. Oui. Les usages, c'est évidemment le secteur privé avec les entreprises et on a un écosystème qui est quand même particulièrement dynamique, notamment dans des secteurs de réindustrialisation ou de transition économique, hein, puisqu'on a de vieux bassins industriels Oui. et dont certains se tournent vers le numérique pour trouver un nouvel oxygène, et donc on accompagne ça. Et puis il y a les questions d'usage pour les particuliers de services publics. Pour les particuliers, évidemment, il y a la question de l'accessibilité. Nous, on a à cœur d'avoir du numérique et une IA qui soit au service de tous les usagers pour réconcilier une partie de la population touchée d'électronisme avec ces nouveaux usages. Et puis une dimension aussi d'évolution du service public pour gagner du temps de travail, pour des Oui. données qui massifiaient certaines tâches, en faciliter la réalisation, ou améliorer notre accueil vis-à-vis des usagers. Alors sur la question de la fracture territoriale, on l'a vu, les RIP et les 96% de connectivité réalisée sur votre région en témoignent. La fracture territoriale n'a pas eu lieu, elle a été évitée grâce au plan France très haut débit. Restent les questions de fracture des usages, d'exposition au risque cyber pour les collectivités comme pour les particuliers. Aujourd'hui, vous avez mis en place donc cette agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Quels sont les chantiers qu'elle doit développer sur ce volet-là, c'est-à-dire ce volet de la mise en capacité des Bourguignons et Franc-Comtois d'utiliser le numérique en toute confiance? Ben,
Il y a la question des données des particuliers. Donc là, il y a un travail de pédagogie. On n'est pas le seul à le porter, mais je crois que chacun doit s'approprier les nouveaux outils, en mesurer les opportunités, les risques. Et puis, il y a la dimension collective de défense contre ces cyberattaques qui ne sont plus seulement une réalité qu'on regarde par les articles qui concernent une très grande entreprise à l'autre bout du monde Mm. ou un établissement public un peu lointain. C'est aussi dans nos territoires. Des hôpitaux ont été attaqués dans notre région. Donc le CSIRT, le Centre régional de cybersécurité que nous portons, doit être un outil central pour défendre les usages, nos entreprises, nos concitoyens, nos administrations contre ces attaques malveillantes. Alors il y a un sujet de financement puisque on attend aussi que l'État nous aide à porter ces projets et qu'il continue à le faire et qu'on soit plus associés. Donc voilà, je crois vraiment que c'est une dimension importante qu'il faut développer et puis il faut être aussi en défense. Peut-être revenir un instant sur ce CSIRT, il s'en est développé dans toutes les régions depuis 3 ou 4 ans, je crois. Peut-être rappeler ce que c'est que le CSIRT. C'est un groupe d'acteurs institutionnels. Comment il est fabriqué finalement en région Bourgogne-Franche-Comté? Il y a qui dedans? Alors nous, il est porté par l'ARNIA Ouais. avec une contribution de l'État. Donc la question, c'est que la modalité de fonctionnement était assez souple et qu'on va être obligé sans doute de passer par un appel à manifestation d'intérêt. Donc faut pas trop compliquer les dispositifs parce qu'on a des structures qui associent les entreprises, les administrations, l'État, notre collectivité régionale. L'idée étant qu'on soit bien au cœur de cet écosystème. Il y a une dimension financière, hein, l'État, je l'ai dit, Mhm. nous aide, mais gardons un peu de souplesse pour qu'on puisse être réactif et efficace dans la défense des intérêts numériques des Bourguignons-Franc-Comtois. Donc c'est une sorte de commando régional C'est dédié à ça. ces questions-là, qui peut accueillir des appels entrants, enfin des sollicitations entrantes de collectivités, d'établissements, d'entreprises, et analyser le risque, la menace, et voir mettre en œuvre des solutions. Alors, en tant que sénateur, vous avez peut-être une sensibilité particulière à ces sujets numériques, parce que beaucoup de choses sur le numérique se sont imaginées ou décidées au Sénat. Il y a beaucoup moins de choses sur le numérique à l'Assemblée. Voilà. Comment vous regardez cette question justement du numérique dans le débat public et sa considération en termes politiques? Est-ce que on le travaille assez? Est-ce qu'on est assez conscient de la révolution que ça constitue dans la vie quotidienne de tout le monde avec ces petits appareils qui n'étaient pas là il y a 20 ans? Ou bien est-ce que seule la Chambre des territoires, le Sénat, se préoccupe de ça? Non, je pense qu'on a un effort collectif pour améliorer notre approche de ce sujet, notre anticipation des enjeux, des ressources et des risques du numérique. Il y a la dimension infrastructure, le Sénat est très présent sur ces sujets-là, la Chambre à laquelle j'appartiens encore. Moi, je me suis plutôt, depuis la commission des lois du Sénat, concentré sur les usages, Oui. la reconnaissance faciale, qui est un enjeu majeur. On voit quand même qu'on a beaucoup d'acteurs qui vont pomper des données à grande échelle pour nourrir des algorithmes sans contrôle légal, sans contrôle citoyen. Une entreprise américaine, Clearview AI, qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a des sujets qui tiennent évidemment aux questions de sécurité, mais c'est à charge et à décharge. Je vous disais, il faut se méfier des algorithmes, méfier de ceux qui veulent développer des solutions. Et puis peut-être aussi, il faut qu'on aille plus loin. Je travaillais sur le narcotrafic. Dans le silence et dans l'obscurité des messageries cryptées Ouais. naissent des trafics et des activités criminelles. Et on voit bien que c'est difficile pour des raisons de liberté publique. Je fais partie de la CNIL, je suis membre du collège de la CNIL, donc je sais le prix des libertés publiques en matière de numérique, mais malgré tout, il va falloir qu'on bouge. Et on ne bouge que quand on travaille et quand on s'investit profondément dans les dossiers. On n'y est pas encore et on a devant nous un horizon de questions qui seront réglées correctement si on arrive à associer les citoyens. On parlait la semaine dernière, après une commission TikTok, du couvre-feu numérique. Oui. Ça mérite un beau débat démocratique. Donc, il y a de l'infrastructure, il y a de l'innovation, il y a l'action des entrepreneurs, il y a notre back-office administratif, service public, et puis il y a le débat démocratique, le débat citoyen sur ces sujets-là, et il faut que tout ça avance ensemble. Donc, nous, on est prêts en région Bourgogne-Franche-Comté à prendre notre part. On pense même une petite région comme même Bourgogne-Franche-Comté, elle a des atouts à faire valoir. On s'est saisi très tôt de cette question, on est plutôt en avance et on compte bien garder cette avance parce que c'est important pour l'avenir de ce territoire.
Donc des questions de société. Puis pour finir, effectivement, la Bourgogne, quels sont voilà, les sujets numériques qui vont, de votre point de vue, émerger ou qui sont déjà là et qui vont structurer votre approche régionale de... On a parlé d'économie, d'attractivité économique. Il y a également cette question, effectivement, de la valeur de la data, question de la souveraineté, question de la résilience. Oui, je disais tout à l'heure dans mon propos d'ouverture devant les participants à cette université que il faut qu'on soit en équipe. Donc il y a aussi la capacité à ne pas reproduire sur le sujet du numérique et de l'IA ce qu'on a trop souvent connu, c'est-à-dire avoir autant d'acteurs et d'initiatives que de chapelles territoriales ou administratives. Donc il faut qu'on soit un peu intelligent et qu'on travaille en pack. Donc il y a une dimension quand même d'organisation de la puissance publique sur cette question-là. Moi je pense que le sujet de la capillarité est très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au bout le dernier kilomètre ou le dernier mètre de connexion, il est important et que nous ne créions pas de nouvelles fractures numériques ou qu'on aille jusqu'au bout de la résorption de la fracture qui existe déjà, Ouais. parce qu'il y a un sujet démocratique. Il y a des territoires qui ont un sentiment de relégation. Donc, je pense vraiment que la question de l'égalité territoriale sur ces questions est centrale. Puis après, évidemment, il y a tous les sujets de fond que vous avez évoqués sur la protection, la cybersécurité, la souveraineté. Mais si on s'organise bien au sommet et qu'on est intelligent ensemble et qu'on s'adresse à tous sur le terrain, je pense qu'on peut tenir les deux bouts de la question. Jérôme Durin, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la région Bourgogne-Franche-Comté, soutien de cette 10e édition des universités de la transition numérique des territoires. Merci de votre accueil et à bientôt. Merci.